je pense qu'il y a lieu de s'interroger les raisons qui poussent Ndayishimiye à permettre ou à favoriser le retour volontaire des réfugiés congolais basés sur le sol burundais. Il y a lieu de s'interroger. Mais ce qui est là, c'est qu'il y a une lettre qui vient de lui être adressée par Nanga, le responsable de FC23, qui implore, je dis bien qui implore le président Ndayishimiye à favoriser le retour volontaire de ces gens-là au regard de la situation précaire qui prévaut depuis qu'ils sont là. Dans les conditions normales, on devrait exiger la réciprocité. Si l'AFC M23 a permis aux Burundais qui normalement étaient pris en charge au Congo, étaient pris en otage au Congo, s'il a permis, s'il leur a frayé un petit passage pour qu'ils puissent rejoindre leur pays, je pense que par le simple principe de réciprocité, Ndayishimiye devait permettre ou autoriser ou favoriser le retour volontaire de ces gens-là. Mais à y voir de très près et en y réfléchissant, il y a deux choses qui se dégagent. Il y a derrière ce refus de Ndayishimiye à permettre que les réfugiés burundais rentrent un instinct, un petit objectif de visibilité. Un homme qui a échoué à diriger le pays de façon démocratique, de façon responsable, et qui, pour cacher, pour dissimuler ses faiblesses, a rebondi sur la crise au Congo. Une crise, en réalité, qui ne le concernait pas. C'était Tshisekedi qui, aux côtés de FRDC, aux côtés des Interahamwe, qui, prenant les Tutsis congolais comme des étrangers, des Rwandais, se sont à nouveau inscrits dans une logique de perpétrer un génocide qui n'a pas été, à leurs yeux, achevé. Et voilà, donc, cette situation, c'est une situation très interpellante, mais à mon avis, pour parvenir un peu à y voir clair, il faut établir les enjeux qu'il y a là-bas et les responsabilités. Je prends cette crise comme un corps à 5 branches. Chacune des branches a des objectifs qu'il vise. Et pour chacune de ces branches, il y a un enjeu. Alors, je prends par exemple la communauté congolaise des Tutsis, qui aujourd'hui a développé un instinct de survie, parce qu'il doit survivre. Devant une menace d'extermination physique et définitive, ils ont développé un instinct de survie, et ils sont là, et ils se battent pour leur survie. Et pour eux, rien ne vaut que leur survie. C'est ainsi qu'ils sont entrés en guerre contre des groupes qui représentaient une menace réelle pour eux. Donc leur enjeu réel, c'est leur survie. Une autre branche, c'est la branche du gouvernement, du pouvoir congolais, qui s'emploie à s'associer aux forces négatives de FDLR, appuyées par l'armée congolaise, pour chasser les Congolais d'origine d'ethnie Tutsi, qui sont jusqu'ici taxés d'étrangers.
Ça, c'est une deuxième branche. La troisième branche, c'est les FDLR qui sont basés là-bas depuis 1994 et qui ont commis un génocide de l'histoire. Et les gens, comme si de rien n'était, ces gens viennent de se baser là-bas pendant de longues années et qui ont continué à inoculer une idéologie à leur progéniture, à leur descendance. Et qui se dit, coûte que coûte, on doit poursuivre notre objectif, celui d'exterminer les Tutsis. Advienne que pourra. Je dois rappeler que Feu Tshisekedi, Antoine, le papa de Félix, un jour dans son discours, il était en train de condamner le gouvernement du Congo pour avoir accepté que les génocidaires qui ont commis le pire au Rwanda puissent se baser juste à la frontière, alors que cela n'est pas permis, hein. Cela n'est pas autorisé. Il y a une loi internationale qui n'autorise pas ça. Pour accepter que ces gens se basent là-bas, c'est qu'il y a un objectif. Donc, ils sont là-bas pour un jour poursuivre leur sale besogne. La quatrième branche, c'est Ndayishimiye. D'aucuns aujourd'hui s'interrogent les raisons de sa présence au Congo. Lorsqu'on regarde la grande affinité, lorsqu'on regarde la grande proximité qu'il y a entre lui et les Interahamwe, il y a lieu de comprendre que, comme si cela ne suffisait pas, il s'associe, il se joue à ces gens-là pour achever le programme qui s'était fixé. Parallèlement à ça, il y a un objectif pécunier. Rappelons que le pouvoir CNDD-FDD, c'est un pouvoir prédateur. C'est un pouvoir qui a une grande susceptibilité pour l'argent. Alors, pour un soldat engagé au Congo, aux côtés des FDLR, aux côtés des FARDC, il doit percevoir 5 000 $ par mois. Dieu seul sait ce qui revient au soldat qui est engagé à ce conflit qui n'a rien à voir avec le Burundi. Des informations font état de 50 $ qui est irrégulièrement versé. Alors, la cinquième branche, c'est le Rwanda, qui a vécu le génocide de l'histoire, plus de 1 million de personnes tuées sur 3 mois. Vous vous rendez compte, la personne qui a perpétré ce génocide et qui se trouve à la porte. Le Rwanda a été hanté par une deuxième phase du génocide de l'histoire. Et c'est pour cela que le Rwanda a mis en place un mécanisme de surveillance pour voir si ces gens-là, le Rwanda a tout fait pour demander, pour implorer la communauté régionale, sous-régionale, internationale, que ces gens-là déguerpissent, quittent la frontière par rapport au Rwanda, mais rien n'a été fait. C'est pour cela que la menace pesante sur le Rwanda a fait que le Rwanda développe des réflexes et des mécanismes, a mis en place une stratégie pour s'assurer que rien ne partira de ce côté-là. On dit aujourd'hui qu'il est engagé là-dedans. Bon, je le prends avec des pincettes. Voilà 5 branches qui sont engagées dans la crise congolaise avec chacune ses enjeux. Alors, est-ce que la présence de l'armée burundaise au Congo est régulière? Est-ce qu'elle a suivi une certaine règle, une certaine démarche? Est-ce qu'elle est conforme à la loi burundaise? Non. Cela a une conséquence immédiate et des effets collatéraux. Parce que si le président Ndayishimiye n'a jamais décliné l'identité des militaires qui sont morts au Congo, parce craignant que demain, les familles qui ont perdu le leur, demain le traduisent devant la justice.
Il craint de dévoiler l'identité de ces gens-là parce que son engagement à placer l'armée burundaise dans ce conflit-là n'a pas été régulier. Aujourd'hui, il y a des soldats, beaucoup de soldats, qui ont été pris en otage. Le président aujourd'hui les renie. Le président renie totalement qu'il n'y a pas de soldats burundais qui soient pris en otage au Congo. Est-ce que vous vous imaginez un peu la difficulté, vous imaginez un peu la souffrance dans laquelle il a placé le Burundi, des familles, la souffrance dans laquelle il a placé ces gens-là dont la vie a été préservée par Dieu, mais qui ne sont plus reconnus aujourd'hui. Ils deviennent des apatrides. Vous vous rendez compte, s'il vous plaît? Donc là, je pense que on est tombé trop bas. Il doit veiller à ce que, officiellement, ils disent que je me retire de la crise du Congo. Il doit reconnaître officiellement des gens qui ont été tués là-bas et indemnisés. Leurs familles doivent être indemnisées. Il doit reconnaître des militaires qui sont pris en otage là-bas. Il doit faire son mea culpa à tout le peuple burundais. Parce que il a mis en danger la vie des Burundais. Parce que la vie des Burundais ne compte plus pour lui. Et c'est là que je dis, il sera demain responsable devant l'histoire du Burundi et de son peuple. Merci.